Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, vue des campagnes, l'autre récit de la pandémie. Au printemps dernier, c'est toute la France qui a été confinée, pas seulement les villes ni les banlieues. Comment les habitants des zones rurales et périurbaines ont-ils affronté ce confinement? Comment ont-ils vécu cette parenthèse si particulière? Invitée, Salomé Berliot, elle est essayiste, elle est fondatrice de Chemin d'avenir, un pied dans cette France dite périphérique, un autre dans les cabinets ministériels. Elle a été repérée notamment par Jean-Michel Blanquer, où elle a tenté, au sein de ce ministère, de rendre audible cette jeunesse qu'elle juge et qu'elle raconte sans voix, auteure déjà des Invisibles de la République. Et aujourd'hui, d'un deuxième essai, Nos campagnes suspendues, la France périphérique face à la crise, qui paraît aux éditions de l'Observatoire, sur le vécu de la crise sanitaire dans des territoires périurbains et ruraux déjà frappés durement par la crise de 2008. Loin de l'épicentre sanitaire donc et géographique de l'épidémie, les secousses de la crise se font aussi sentir. On va en parler avec vous. Salomé Berliot, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Une préface signée Nicolas Mathieu. Dans cette préface, le romancier se demande pourquoi vous avez si bien réussi votre exfiltration et pourquoi, depuis lors, vous continuez à vous passionner pour ces lieux indécis où vous avez grandi. Vous nous le raconterez. Préfacé donc ce livre par le romancier Nicolas Mathieu Goncourt 2018 pour leurs enfants après eux. Récit d'adolescence dans la Lorraine désindustrialisée. Pas de roman, mais un album jeunesse. En cette rentrée, La Grande École, son premier album jeunesse, illustré par Pierre-Henri Gaumont chez Actes Sud. Bonjour Nicolas Mathieu. Bonjour. Vous êtes avec nous, connecté virtuellement, pas dans ce studio, mais bienvenue à vous. Et soudain, ce monde qui disparaît est devenu un monde d'avenir. Pendant le confinement, on a assisté, Salomé Berliot, à un renversement des perspectives, un éloge du rural, de la campagne, une réhabilitation du local par des citadins en quête de grand air. Voilà ce qu'on a beaucoup entendu. Vous parlez aujourd'hui de la fable du confinement heureux. Pourquoi ? Je trouvais crucial que dans le débat public et dans toute la réflexion qui allait forcément s'imposer sur le monde d'après, si tant est que ce monde existe, je trouvais crucial donc qu'on entende la voix, les voix des territoires, un terme un peu à la mode, mais on pourrait aussi parler de France périphérique pour citer le géographe Christophe Guilluy, c'est-à-dire, vous le disiez, la France des zones rurales, des petites villes, des zones pavillonnaires, de certaines villes moyennes aussi. Cette France où habite une majorité des Français, c'est plus de 60% d'entre eux qui y vivent, 80% des classes populaires aujourd'hui. Et que dans la crise, on ne voyait pas, ce qui était pour moi source d'étonnement dans un premier temps et d'inquiétude dans un second temps, parce que il y a fort à penser que si on ne donne pas la parole à ces habitants et si on ne les voit pas, les réponses qu'on apportera à l'après-crise sanitaire, notamment sur les plans économiques et sociaux, seront forcément lacunaires. Et donc j'ai voulu donner la parole aux artisans, aux commerçants, aux fonctionnaires, aux jeunes, aux moins jeunes, aux agriculteurs, dans ces territoires-là. Et rappeler, chemin faisant, qu'il s'agit bien d'une crise nationale, crise sanitaire, sociale, économique. D'où l'importance pour vous, Salomé Berliot, aujourd'hui de construire une mémoire vraiment collective de cet événement. Oui, parce que, alors là, effectivement, si on parle du récit mémoriel qui sera fait de cette crise qui est quand même évoquée comme inédite, comme une des plus grandes crises que rencontre le pays depuis la Seconde Guerre mondiale, ça me paraît non seulement surprenant, mais même choquant qu'on ne cherche pas un peu mieux à comprendre le quotidien, les angoisses, les doutes de ces 60% des Français qui ne sont pas, alors certes pas au cœur de la crise si on se centre sur la seule question du virus, mais qui en revanche vivent et ô combien violemment ces conséquences. Et donc les exemples que je donne et les témoignages que je donne, notamment dans les déserts médicaux, de personnes qui sont confrontées à la fracture numérique, de jeunes dont les sujets d'égalité des chances, et on en reparlera peut-être, mais étaient déjà criants avant la crise sanitaire et qui se prennent de plein fouet ses conséquences aujourd'hui, de seniors qui non seulement sont confinés, mais qui sont isolés et confinée. En fait, par ailleurs, c'est une France dont on pourrait dire qu'elle est structurellement confinée, la France des zones rurales et des petites villes. Et tout ça sans misérabilisme, évidemment. J'espère, à travers les témoignages du livre, avoir aussi donné la parole à des élus, à des porteurs de projets associatifs qui racontent
leur attachement à ces territoires, leur engagement, les dynamiques qu'ils cherchent à insuffler au cœur de la crise et bien avant d'ailleurs. Je pense pour vous donner un exemple concret, mais un élu dans une petite commune de la Nièvre qui me raconte à quel point dès les premiers jours, lui et son équipe municipale étaient sur le front et que dans la même journée, ils pouvaient aussi bien livrer une machine à laver à l'EHPAD, essayer de faire des pieds et des mains pour qu'une petite fille qui ne pouvait plus jouer du violon puisse avoir un violon pendant toute la durée du confinement, travailler main dans la main avec les équipes de l'école, etc. Donc tout ça existe. Mais en lame de fond, si vous voulez, dans le quotidien des Français confinés et des Français qui là vont vivre la deuxième vague dans ces territoires, il y a des difficultés structurelles, à commencer par le recul des services publics, à commencer par, on pourrait parler des questions de transport, les questions du numérique. Et donc ça, non seulement ça ne s'efface pas pendant la crise, mais c'est même accentué. À l'instar de Leila Slimani, qui a tenu, à la demande du Monde, son journal du confinement, qui a été très critiqué pour ces mots paisibles qu'elle a employés pour raconter ce qu'elle vivait au tout début du confinement, elle peut être considérée comme une exilée à la campagne. Certains de vos camarades d'écriture, Nicolas Mathieu, ont contribué malgré eux à coécrire cette fable du confinement heureux, comme les médias d'ailleurs l'ont fait. En quoi on est bien pour vous là aussi aujourd'hui dans une bataille des récits? Il y a une partie de ces récits qui sont quand même des simplifications extrêmes. Et puis, on pourrait presque le prendre sous le jour des idées reçues. Si dans un dictionnaire des idées reçues modernes, on dirait de la province. Moi, le terme ne me dérange pas. On en vient. Autrefois, c'est ce qu'on disait de la province. On en vient. Et puis, pendant ce confinement, on y passait son confinement, justement. Les récits qui sont à concevoir doivent pouvoir rendre compte de la vie des gens qui y sont. Et pas seulement depuis des centres qui les regardent d'un peu loin, et en fonction d'intérêts qui sont les leurs. Enfin, il y a des gens qui vivent là tout le temps, c'est même la majorité du pays qui vit là tout le temps. Et effectivement, quand le confinement s'est abattu, moi j'ai des parents qui sont âgés, et j'ai pas pris ça du tout comme des vacances. J'étais très inquiet, je sais à quel point le tissu des hôpitaux, de la santé en Lorraine, là où je suis, est quand même très, très endommagé. Vivre dans ces lieux-là, c'est faire face à un certain nombre de difficultés qui n'ont rien de bucolique. Nicolas Mathieu, vous devez avoir un petit micro-cravate parce que vous êtes oui. Avec nous connecté. Je ne sais pas où vous êtes d'ailleurs aujourd'hui, à Nancy. Je suis à Nancy. Chez vous, voilà. Oui. Juste de le tenir un tout petit peu plus loin de votre bouche, ce micro, pour qu'on puisse vous entendre un peu mieux. Mais merci déjà pour ces premiers mots. On a peine à qualifier cette part de notre pays qui occupe les intervalles entre les grandes métropoles où se concentrent agents, pouvoirs et matières grises. Voilà ce que vous écrivez, Nicolas Mathieu, sur cette question des mots. Vous disiez, moi, ça ne me dérange pas qu'on emploie celui de province. Vous évoquiez à l'instant, Salomé Berliou, vous, la question des zones périurbaines, périphériques, comme disait Christophe Guilluy. Donc déjà, on a toujours du mal à savoir de quoi on parle et de quel territoire. Mais on va tenter ensemble, notamment, de se rapprocher à la fois de ces petites et villes moyennes et de la question des campagnes sur le vécu de ce confinement et de cette crise sanitaire, parce qu'elle a continué bien au-delà du confinement. C'est pour ça que vous avez, fait le choix dans ce livre, Salomé Berliou, de l'incarnation, le choix de donner la parole à des personnes que vous avez contactées, écoutées, que vous racontez dans ces mots. Oui, ça n'aurait pas eu de sens d'être, pour le coup, confinée à Paris comme je l'étais. Mes parents étaient dans l'Allier, dans le village où j'ai grandi, à Lurcy-Lévis, mais moi j'étais à Paris. Et donc ça n'aurait eu aucun sens de conceptualiser, on va dire, un certain nombre d'idées sur le confinement en dehors des grandes métropoles et de ne pas aller voir concrètement comment cela se passait. Donc je l'ai beaucoup fait par téléphone, par email pendant les 55 jours du confinement, et puis ensuite jusqu'à la fin du mois de juillet, en allant à la rencontre de ces habitants de la France-là, avec leur point de vue qui était toujours extrêmement
variée, et je pense que c'est ce que j'ai cherché à faire en diversifiant les points de vue. Je trouve d'ailleurs qu'on le voit, enfin en tout cas j'espère qu'on le voit bien sur la question des agriculteurs, où c'était ma priorité, c'était de montrer la complexité des situations, la diversité des situations qui ne sont objectivement pas les mêmes entre une céréalière d'une trentaine d'années en Isère, un éleveur de veaux du côté d'Aurillac, un producteur de fromage dans le Pays d'Auge, un vigneron dans le sud de la France, avec effectivement, et ça d'ailleurs ça rejoint ce que disait Nicolas Mathieu sur la question parfois des images d'Épinal et des cartes postales qu'on peut avoir de cette France-là, et contre lesquelles moi je trouve qu'il faut qu'on lutte. Notre tendance, et notamment la tendance des urbains, à beaucoup aimer imaginer que la France périphérique, c'est celle des villages dans lesquels on part en vacances avec un joli clocher, une jolie place. Et donc de la même façon, il y a dans le livre une place donnée aux producteurs, petits producteurs bio, qui ont pu tirer leur épingle du jeu pendant la crise, notamment grâce au circuit court. Mais il y a aussi raconté, je l'espère, les difficultés dans des plus grosses exploitations, quand il s'agissait de produire beaucoup, ou au contraire quand on n'arrive pas à écouler ses stocks, avec la question de la main-d'œuvre et de la main-d'œuvre qualifiée que beaucoup de producteurs n'ont pas pu avoir auprès d'eux, la question des enfants à la maison aussi, quand on doit travailler, et les exploitants agricoles sont quand même réputés pour avoir des grosses journées. Donc voilà, j'espère avoir réussi, et il faut dire que la préface de Nicolas Mathieu me mettait une certaine pression en la matière, et que sur le sujet de la subtilité du récit de cette France-là, il fallait être à la hauteur. Mais j'espère avoir réussi à montrer cette diversité à travers tous ces témoignages. Pourquoi, Nicolas Mathieu, la revanche des campagnes, ce n'est pas encore pour demain ? Je ne sais pas si elle est souhaitable, cette revanche d'ailleurs. Je ne suis pas dans une vision, martiale, des rapports entre les centres et la périphérie. C'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire exister dans les représentations des mondes, des corps, des gens, des formes d'existence qui sont sous-représentés, en fait. Le premier bouquin de Salomé s'appelait Les Invisibles. Et maintenant, on me parle toujours de ces invisibles, et je réagis toujours en disant mais moi je ne vois que parce que c'est là que j'ai grandi, que j'évolue, et que ce monde-là est partout. Mais cette France-là, souvent vous dites qu'on ne l'entend pas, hein. Vous parlez de cette France silencieuse, de ces gens qui sont tus en plein confinement. Je vous propose d'écouter justement le coup de gueule d'un maire en Saône-et-Loire contre la Poste et ses missions de service public un peu vite abandonnées pendant cette période du confinement. Depuis 15 jours, rien ne bouge. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de pousser vraiment un coup de gueule, parce que suite à ces décisions de la Poste, il y a un certain nombre de nos concitoyens qui sont en grande difficulté. Le sujet le plus urgent, ce sont les personnes vulnérables qui sont confinées, des personnes âgées qui sont dans des maisons isolées, et qui, pour certaines d'entre elles, n'ont pas de moyens de paiement modernes de type de carte bancaire ou même de chéquier. J'ai testé pour vous, avec des personnes âgées, les moyens de substitution qu'on m'a proposés. Alors tout d'abord, vous vous présentez devant le bureau de poste à Martigny. Vous avez une affiche qui vous indique « Nous ne sommes pas en mesure d'assurer un fonctionnement normal du bureau » et on vous donne les coordonnées du site internet de la Poste. Vous pensez effectivement que les grands-pères qui ont 80 ans, ils vont se connecter sur le site www.laposte.fr. Ensuite, on m'a proposé le numéro unique. Alors, je vous conseille le numéro unique. J'ai testé moi-même avec une personne de 85 ans. Ensuite, on m'a proposé de mettre un papier sur la boîte aux lettres pour indiquer au facteur que la personne âgée en difficulté avait des besoins. Sauf qu'aujourd'hui, comme la Poste a eu l'idée lumineuse de réduire ses tournées et de les concentrer sur 3 jours, si vous avez un besoin le samedi, eh bien, vous n'avez pas de facteur qui passe avant plusieurs jours. En dernier recours, on m'a proposé d'envoyer les coordonnées des personnes avec leurs coordonnées de leur compte postal à mon interlocuteur privilégié à la Poste. Ça fait 15 jours qu'elles attendent leur argent. Jean-Claude Ducard, maire en Saône-et-Loire, vous l'écrivez, Salomé Berliot, la crise est l'opportunité d'enfin regarder en face les difficultés des territoires. Là, on a une difficulté qu'on peut voir grossissante, en tout cas à la loupe, à travers ces témoignages, c'est-à-dire le sentiment d'abandon d'une partie de la population et le retrait des services publics ou à cause aussi du retrait des services publics. Ce sentiment, il a été rendu encore plus criant par la crise sanitaire.
J'ai beaucoup de témoignages. Je pense notamment à un jeune dans les Hauts-de-Vosges qui me disait en fait, les urbains aujourd'hui sont en train de s'apercevoir pendant le confinement à quel point est-ce que nous, dans les territoires plus isolés, nous sommes confinés 365 jours par an, 24 heures sur 24. Sauf que les urbains, me disait-il, retourneront à leur quotidien plus connectés, plus proches des services publics quand nous, on retrouvera le nôtre et cette réalité-là. Et donc lui citait effectivement La Poste en disant les urbains aujourd'hui trouvent que la Poste fonctionne moins bien pendant le confinement. Nous, c'est le cas, ou en tout cas on n'a pas de bureau de poste à côté de chez nous. Avec d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais on voit très bien les conséquences, c'est l'IFOP qui montrait très bien ça, les conséquences du retrait d'un bureau de poste dans une commune en matière de vote pour les extrêmes, c'est immédiat. Ce jeune-là citait effectivement la distance avec un médecin. Dans les territoires ruraux, c'est 1 habitant sur 2 qui estime ne pas avoir accès facilement à un personnel soignant, avec des distances qui sont souvent plutôt comptées en minutes, et c'est plutôt de l'ordre de 45 minutes ou 1 heure pour accéder à un médecin ou à un hôpital. Le jeune en question citait aussi la question des cafés en disant là les urbains s'aperçoivent aussi de ce que c'est que de ne pas avoir de lieu de sociabilisation, et donc nous c'est le cas au quotidien. Il citait la question du numérique et de la fracture digitale et de la non-connexion à Internet pour lui. Et donc je rebondis sur ce que disait Nicolas Mathieu et votre question sur la revanche des campagnes. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me met même en colère, en fait, de voir cette espèce de théorie, de mythe selon lequel aujourd'hui tous les urbains se seraient jetés sur leur ordinateur pour regarder comment est-ce qu'ils allaient pouvoir aller habiter au fin fond du Morvan, au cœur de la Creuse ou de l'Allier. En réalité, c'est vraiment passer à côté de la réalité de ce pays-là. Et c'était un chiffre de nouveau de l'IFOP qui montre bien qu'avant même la crise, 57% des urbains disaient éventuellement avoir un jour envie de se rapprocher de la nature, mais ils évoquent aussi sec les raisons pour lesquelles ils ne le feront pas, à savoir la question des transports, la question des services publics et la question de l'emploi. Donc on est quand même très loin du compte, et je trouve que c'est dangereux de parler d'une revanche des campagnes et d'attendre ce ruissellement de population qui se ferait naturellement après la crise sanitaire. C'est s'exonérer aussi de regarder la réalité et de trouver des solutions concrètes pour ces territoires. Nicolas Mathieu, ce confinement, il a révélé des fractures déjà existantes, et on peut peut-être souligner le cas de l'école à travers cette fracture numérique que vient de citer Salomé Berliou, ces zones blanches aussi. L'école qui est au cœur de votre album jeunesse, la grande école qui paraît en cette rentrée, l'accompagnement de son enfant par un père. Mais si on revient à l'école dans ces zones périurbaines, dans les campagnes, Salomé Berliou rappelle que l'accès aux outils numériques a été quand même l'une des pierres angulaires de la continuité pédagogique pendant le confinement. On a mis en avant ces outils-là pour rester connecté à l'école, au collège, au lycée. Or, la fracture numérique, elle a de facto entraîné une rupture pédagogique dans les foyers où l'accès à un ordinateur, où l'accès à une bonne connexion n'était pas possible, engendré des retards aussi dans l'apprentissage de nombreux élèves, collégiens, lycéens. On a peu conscience de ça à distance, et probablement, visiblement peu conscience de ça aussi dans les ministères. Nicolas Mathieu. Alors sur les disparités de l'offre numérique ou ces choses-là, moi j'ai pas grand-chose à dire. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de participer à l'ouvrage de Salomé, c'est tout le travail qu'elle fait pour favoriser les circuits, les cursus scolaires, qui mènent aux meilleures écoles depuis la province jusque dans les villes. Parce que ces voies dorées-là, elles sont de plus en plus difficilement accessibles quand on n'est pas né en ville, quand on n'est même pas né dans le bon arrondissement. Et c'est des choses qui sont en train de changer fondamentalement, je pense, le visage des élites françaises, en fait. Et puis, qui peut désespérer dans les campagnes, en province, dans la périphérie, parce qu'on sait qu'on n'a pas les mêmes chances selon qu'on est né en ville ou en banlieue, à Paris ou en province, dans un quartier chic ou dans une zone pavillonnaire.
Et à mon avis, le rapport entre ville et province, c'est vraiment là presque que le bas blesse le plus, quoi. C'est-à-dire que l'école ne fait plus exactement le taf égalitaire qu'elle est censée faire en favorisant les meilleurs élèves. Ce que vous faites avec cette association que vous avez fondée, vous présidez aujourd'hui Chemin d'avenir, Salomé Berliot. Oui, alors il y a la question effectivement dont parle bien Nicolas Mathieu on va dire des hauts potentiels, hein, et de comment est-ce que on peut faire en sorte que les jeunes qui ont des compétences, notamment académiques, et des envies et des aspirations d'aller à l'université, d'aller dans les grandes écoles, ne soient pas déterminés par une histoire de kilomètres, et qu'un jeune dans les Vosges, un jeune dans l'Ardèche puisse effectivement prétendre aux meilleures formations s'il le souhaite. Après, chez Chemin d'avenir, et ça j'y tiens, donc cette association que j'ai fondée il y a plus de 4 ans maintenant et qui accompagne plus de 1000 jeunes, 1500 cette année dans les territoires ruraux, dans la construction de leur parcours. Cette association-là, elle a aussi pour vocation d'accompagner au mieux le jeune qui a envie de reprendre l'exploitation agricole de ses parents, le jeune qui rêve peut-être de faire les compagnons du devoir ou d'être artisan dans une commune autre que la sienne, parce que si vous voulez, et là on pourrait revenir sous l'angle de la crise, mais si je caricature un peu, aux États-Unis, ce n'est pas parce qu'on a fait émerger une élite noire qu'on a réglé la question noire aux États-Unis justement. Et donc de la même façon, c'est très bien de se concentrer sur les premiers de cordée en partie, mais il y a aussi tous les autres jeunes qui sont par définition majoritaires, qu'il faut aller chercher, qu'il faut pousser, et c'est ce qu'on fait avec notre association. Et la crise, et ça vous le disiez Nicolas, mais accentue et va accentuer ces fractures. La question du numérique, alors non seulement elle a été criante dans ces territoires où se concentrent les zones blanches, mais on ne l'a pas regardé, hein, c'est-à-dire que, je cite dans le livre des professeurs, des chefs d'établissement qui disent très concrètement nous, on ne peut même pas se connecter chez nous. Comment est-ce que vous voulez qu'on demande à nos jeunes de se connecter pour suivre les cours ? Et je le dis de manière un peu provocante, même si je suis convaincue qu'il ne faut pas opposer et qu'il faut chercher justement à compléter, et que évidemment dans les quartiers sensibles, pendant toute la durée de la crise et encore aujourd'hui, il y a eu et il y a des difficultés extrêmement profondes, mais quand on a parlé de fracture numérique pendant le confinement, on parlait des quartiers sensibles et des grandes métropoles et des jeunes de foyers modestes dans les grandes métropoles, sans se dire manifestement que l'essentiel des jeunes qui ne pouvaient pas se connecter étaient dans les campagnes, étaient dans les petites villes. Il y a une corrélation directe entre la taille de la commune et la connexion Internet. Et donc, d'ailleurs, on l'a vu nous avec Chemin d'avenir, on a fait livrer des ordinateurs et des cartes 4G à certains de nos filleuls, comme l'ont fait certaines collectivités territoriales, comme l'ont fait certains établissements qui étaient vraiment sur le pont, mais avec des résultats qui en tout cas ne pourront pas pallier les difficultés d'orientation pour ces jeunes-là après la crise, qui déjà en temps normal se demandent comment ils vont faire pour aller étudier à Clermont-Ferrand, à Dijon ou à Lyon, notamment pour des enjeux financiers, et qui aujourd'hui, où la ville et la grande métropole notamment agit un peu comme un repoussoir, se prennent encore plus violemment ces difficultés. Salomé Berliot, auteur de Nos campagnes suspendues, la France périphérique face à la crise, c'est aux éditions de l'Observatoire, ouvrage préfacé par l'écrivain romancier Nicolas Mathieu, qui dans cette préface écrit justement, il ne s'agit pas ici de dresser la France profonde contre les quartiers sensibles, de refaire la hiérarchie des veines, de donner la priorité à telle ou telle catégorie de mal lotis, mais d'observer ce qui se trame sur ces terres autrefois silencieuses. France Culture, il est 13h20. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. On a évoqué le cas de l'école et celui des personnes âgées, de la solitude. On pourrait parler des questions de santé dans ce désert médical qui est en train de se créer en France, où il faut faire de plus en plus de kilomètres et prendre de plus en plus de temps pour rejoindre des sites hospitaliers, une maternité. Parfois aussi, on sait qu'une maternité sur 3 a été supprimée ces dernières années. Le coronavirus, c'est une fracture sanitaire
sanitaire. Pour beaucoup se pose donc la question du soin, la question de l'école. Pour d'autres, on pourrait parler aussi de ce que le Covid fait ou a fait au travail, et notamment à ceux qui vivent à l'écart des gros bassins d'emploi, des zones d'emploi les plus actives. Le télétravail est un bon exemple. On a beaucoup loué le télétravail durant cette période, mais il y a aussi un risque d'isolement, des journées doubles qui peuvent se faire, et puis surtout, il y a un télétravail qui ne marche pas pour tous les secteurs, qui fonctionne très bien pour le tertiaire, un peu moins pour l'industrie. Quand on travaille dans une grande industrie ou dans une usine, un secteur déjà en souffrance, ça ne marche pas très bien non plus pour l'agriculture, parce qu'il va falloir aller s'occuper des récoltes, et qu'en plus, les main-d'œuvre de saisonniers ont été beaucoup moins présentes au secours des agriculteurs cette année, Salomé Berliou. Vous parliez de cette France silencieuse. Il voulait, lui, justement, leur redonner de la voix en juillet dernier. Jean Castex, le nouveau Premier ministre, plaçait la ruralité au cœur de son discours de politique générale. Je suis, comme simple citoyen, comme maire de terrain depuis 12 ans, engagé au service des autres. Je sais, pour la côtoyer tous les jours, qu'existe une France qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas moins et qui n'accepte pas cela. Une France du bon sens et de la raison. Une France que nous devons aujourd'hui écouter et mieux considérer. Pour faire face à la crise, pour faire reculer les doutes, pour redonner l'espoir à celles et ceux qui n'en ont plus, l'ensemble des acteurs publics, au premier rang desquels l'État et le gouvernement de la République, doivent d'abord faire preuve d'une très grande humilité. Ils doivent également faire évoluer profondément et rapidement leur mode d'intervention pour les diriger vers la vie quotidienne de nos concitoyens. Voilà, changement de gouvernement, nomination d'un nouveau Premier ministre au début de l'été. L'habité du local, comme l'avait surnommé Libé à sa nomination, choisi pour son ancrage rural, ancien instituteur dans le Gers, Jean Castex, qui fête aujourd'hui ses 100 jours à Matignon. Avant de vous demander, Salomé Berliou, s'il y a des actes qui vous ont pour l'instant convaincu, des premiers gestes qui semblent prometteurs, Nicolas Mathieu, est-ce qu'il y a dans ce discours, dans cet extrait, des mots qui retiennent votre attention? Oui, mais pas forcément de manière positive. Je suis toujours très inquiet quand j'entends les deux mots bon sens, en fait, parce que je sais pas très bien à quoi ça correspond. Après, c'est c'est quand même des discours qui ont déjà été entendus à maintes reprises, il me semble, et notamment à chaque fois au lendemain des élections, quand on voit le hiatus qu'il y a entre la France des grandes villes et puis la province, ou au lendemain des manifestations des Gilets jaunes, il y a des discours de cette sorte qui s'étaient exprimés, parce qu'on sent bien que dans ces territoires, a priori silencieux, où les gens ne sont pas très revendicatifs, il se passe des choses, il y a un remue-ménage, quoi, et qu'on se demande si c'est pas finalement là que se trouve la poudrière. Salomé Berliou, des actes qui vous ont convaincu depuis l'été ou qui vous semblent prometteurs, un début quand même de concertation avec les préfets et les maires renforcés, où vous trouvez que la gestion de crise reste de toute façon aujourd'hui encore trop centralisée, pas assez près des territoires et du coup aveugle ou sourde à ce qui se passe réellement. Non, alors ce qui est certain, il y a des signaux, et notamment dans le cadre du plan de relance, une partie dédiée au territoire, en tout cas perlée au fil des dispositifs et des réponses par rapport au soutien aux collectivités territoriales, sur les enjeux numériques, sur des dispositifs aussi qui vont être accentués, par exemple Petite Ville de demain ou Action Cœur de Ville. Bon. Mais moi, ce qui m'a surtout interpellée et qui m'a fait même sourire, c'est la façon dont justement ce discours-là a été commenté à l'échelle nationale et la façon dont collectivement on s'est réjoui, pour ne pas dire extasié, du fait d'avoir un Premier ministre qui prononce 25 fois le terme de territoire dans son discours de politique générale, puis 33 fois le lendemain au Sénat. Et donc, effectivement, Jean Castex connaît ces territoires, c'est une évidence, et même que sa nomination soit un signal politique adressé à la France périphérique, je n'en doute pas. Mais
je trouve surtout que voilà, le fait qu'on en soit à être heureux d'avoir un Premier ministre qui a un accent chantant et qui vient d'une petite commune montre bien l'ampleur des travaux à mener et qu'on part quand même de très très loin. Et d'ailleurs, les habitants de ces territoires-là que j'ai interrogés dans nos campagnes suspendues le disent, avec parfois une forme d'optimisme. Je pense à une femme qui distribuait des plateaux et des paniers repas à des personnes âgées dans le Var, qui m'a dit très sincèrement et très simplement, il en vient en fait de ces territoires-là, donc donnons-lui sa chance. Effectivement, il sait de quoi il s'agit. Et puis à l'inverse, d'autres qui sourient avec une forme d'ironie et de scepticisme en disant, effectivement, déjà entendu, déjà vu et attendons de voir. Dans le Grand Est, région particulièrement touchée au début de la crise épidémique, Nicolas Mathieu, comment ça se passe aujourd'hui ? C'est une question très générale à laquelle il est difficile oui, mais quels sont de parce répondre. que là, en l'espèce, avec Salomé Berliou, on vous parle de Paris. Donc vous, là où vous êtes, là où vous tendez l'oreille, quels sont les témoignages ? Qu'est-ce que vous entendez ? Quels sont les retours ? Quand même, les inquiétudes demeurent par rapport à la désertification. Enfin, ça, c'est un truc dont on sent les grandes logiques comptables, le gouvernement des nombres qui s'exerce sur ces questions-là, on ne sent pas de revirement. En plein milieu de l'épidémie, le directeur de l'ARS ici avait réaffirmé sa volonté de supprimer des lits. Ça se poursuit et ce sont des pentes qui va être difficile d'inverser. Oui, alors, c'est vrai qu'il était il était passionnant pour moi d'échanger avec des habitants de la France. Je grince parfois des dents quand je dis territoire, parce qu'effectivement, ça devient un peu tarte à la crème. Et moi, comme vous, Nicolas, je n'ai pas de problème avec le terme de province, et ça me plaît plutôt d'être provinciale de cœur. Mais donc, pendant le confinement, c'était passionnant d'échanger avec eux, et là, dans les dernières semaines aussi. Et on revient d'ailleurs à des questions vraiment fondamentales, alors de représentation aussi, parce que des questions sur le quotidien de ces habitants-là et des questions très concrètes du type si le virus vient jusqu'à nous, concrètement comment on fait parce qu'on n'a pas de médecin à côté, parce que les infirmières travaillent énormément parce que l'hôpital est à 1 heure. Et puis des questions plus de représentation avec, je cite un élu local en Bretagne qui disait, voilà, on a eu le confinement silencieux, mais on était là et on est là, nous aussi. Et comment on fait pour demain ? Donc ces questions-là aussi, elles sont fondamentales. Merci beaucoup à vous, Salomé Berliou. Merci, Nicolas Mathieu, d'avoir été certes à distance, mais avec nous pour cette grande table des idées. Demain, une voix révoltée de l'Amérique, la romancière Joyce Carol Oates sera notre invitée dès midi, puis la généticienne Evelyne Heyer pour un voyage au cœur du génome humain. Merci à Aurélien Delacroix, à Jean Bulot et Henri Leblanc qui ont programmé cette émission, à Laura Dutèche-Pérez avec Madeleine Martineux et Anouk Delfino pour la préparation. Réalisation Thomas Beau avec Nasser Moussaoui.